Bienvenue à vous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver à Pretoria, Paris et partout ailleurs sur la planète. L'actualité du monde aujourd'hui, c'est cette vague de froid mortel en Afghanistan, des températures négatives qui aggravent la crise humanitaire que traverse le pays, vous le verrez. La guerre en Ukraine et la ville de Soledar a-t-elle été prise par les Russes? C'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. On fait le point dans un instant. Et puis c'est un débat qui divise à gauche. En France, le combat pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, contre le racisme, ces luttes dites minoritaires, peuvent-elles être universelles? C'est la question que pose le sociologue Albert Augien. Il est notre invité aujourd'hui. Au moins 104 morts en seulement 2 semaines, c'est le bilan très lourd de la vague de froid qui sévit actuellement en Afghanistan. Des chiffres officiels donnés par les talibans alors que le pays, je vous le disais, continue d'être ébranlé par une grave crise humanitaire. On fait le point avec Antoine Delpierre. Mieux vaut Kaboul sans or que Kaboul sans neige. Un vieux proverbe que la vague de froid qui empoigne la capitale afghane pourrait bien faire mentir. Avec un hiver aux températures les plus basses depuis de nombreuses années, les flocons sont bien au rendez-vous. Autrefois, les familles craignant la sécheresse s'en seraient réjouies. Mais aujourd'hui, comme pour cette mère de famille, le manteau blanc qui recouvre la ville n'a rien d'un amusement. Ce matin, quand je suis sortie, les enfants applaudissaient, disant qu'il avait neigé. Puis je leur ai dit, puisqu'il a neigé, aujourd'hui vous aurez faim. Ils se sont tous tus, fatigués, et n'ont rien dit, parce qu'ils ont compris que leur mère ne pourrait pas travailler aujourd'hui, et qu'ils auraient vraiment faim. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les milliards de dollars d'aide internationale se sont taris, plongeant l'Afghanistan dans l'une des pires crises humanitaires au monde. La moitié de ses 38 millions d'habitants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et 3 millions d'enfants risquent la malnutrition. Je n'ai pas d'autre choix que de me débrouiller. Personne ne peut me prêter d'argent. Il n'y a pas de banque, d'amis ou de parents. Personne n'en a assez pour lui-même. Chacun a ses propres problèmes. Mais même la débrouille, parfois, ne suffit plus. La pauvreté qui accable certaines familles les oblige à l'impensable. Comme ce père, qui a déjà vendu plusieurs fois sa plus jeune fille, faute d'argent et de nourriture. Je l'ai vendu 3 fois. J'ai dépensé l'argent que j'ai obtenu, puis quelqu'un est venu m'aider. C'est ainsi que j'ai pu récupérer la somme pour laquelle je l'avais vendue et j'ai dit à l'acheteur, reprenez votre argent et donnez-moi mon enfant. Je ne pouvais plus dormir. Alors que l'économie afghane, déjà malmenée par des décennies de guerre, s'est enlisée dans la crise, au pied des contreforts de l'Hindu Kush, à 1500 mètres d'altitude, les Kabouliens espèrent passer l'hiver. D'après les services météorologiques, la vague de froid doit se poursuivre cette semaine encore. L'Ukraine et ce scandale en pleine guerre. 5 gouverneurs et 4 vice-ministres, dont celui de la Défense, ont été démis de leurs fonctions. Ils sont accusés de corruption. La presse ayant fait des révélations sur des achats de provisions pour l'armée à des prix gonflés. Et dans cette guerre, les Russes disent avoir pris Soledar dans l'est de l'Ukraine. Des combats âpres opposent les deux armées. Et le groupe russe Wagner se livrerait à des méthodes condamnées par les conventions de Genève. Le point tout de suite. C'est un endroit où la clarté du jour le dispute à l'obscurité de la tranchée. Il y a une forêt à 540 mètres d'ici, et ils sont là. Sur le front, près de Krasnohorivka, les Russes sont là, tout proches. Nous ne restons pas longtemps ici, nous jetons un coup d'œil et puis nous nous éloignons au cas où des gars qui n'ont pas été invités viendraient. Une ironie salvatrice dans ces tranchées où, malgré le calme apparent, la mort rôde. En face, ils ont des mitrailleuses de gros calibre, des fusils anti-chars, mais ils ont de très mauvais tireurs d'élite. Ils ont également des lance-grenades sous le canon du 80 mm. Nous faisons avec. Nos positions sont bien faites et fortifiées. Nous pouvons tenir bon ici, et nous le ferons. Derrière leur apparente décontraction, la proximité des soldats russes oblige ces militaires ukrainiens à rester sur le qui-vive. Tous les jours, des groupes de sabotage tentent d'attaquer, mais nous pouvons riposter, donc ça ne nous dérange pas. Ici, les échanges de tirs et de lance-roquettes entre tranchées ennemies rappellent que cette guerre de position peut basculer en combat meurtrier, comme à Soledar et sa région, à 2h30 de route de là. À quelques kilomètres du front de Soledar, c'est ici qu'arrivent les blessés ukrainiens.
La ville, que les Russes disent avoir reprise, et sa région, sont le terrain de combats féroces et meurtriers. C'est ici aussi que ceux du front viennent prendre un peu de repos, qu'ils attendent un transport pour une permission, ou encore que l'arrière-garde vient remplacer ceux qui ont péri. L'objectif des Russes, c'est la route vers Sloviansk, via le verrou de Barmout, que Moscou pense être la clé pour déstabiliser la résistance ukrainienne. La ville est à 60% détruite d'après les autorités locales et il ne resterait plus ici que 10% de la population, environ 7000 personnes, pour la plupart terrées chez elles, sauf quand il faut se ravitailler. J'ai 3 enfants à la maison. J'en apporte aussi à mes voisins. Il y a une grand-mère qui ne peut pas marcher. Elle est avec des béquilles. Tiens, c'est le dernier. Avec les combats concentrés sur Soledar à une quinzaine de kilomètres, Barmout a pu respirer un peu ces derniers jours. Mais la pression reste forte. Les séparatistes sous le contrôle de Moscou ont annoncé avoir pris 2 autres villages dans la région. À la une également, cette nouvelle tuerie en Californie, une double fusillade près de San Francisco qui a fait 7 morts. Ça s'est passé dans une exploitation agricole. Le suspect, âgé de 67 ans, s'est rendu à la police. Il s'agirait d'un employé justement de cette exploitation. La Californie, vous le savez, déjà touchée ce week-end par une autre fusillade qui a fait 11 morts dans un dancing de Monterey Park. Emmanuel Macron a réclamé des clarifications. Le Burkina Faso les lui a données. La junte officialise sa demande de départ des troupes françaises dans le pays. Annonce faite par le porte-parole. Mais Paris veut que ce soit le chef du gouvernement transitoire qui fasse cette demande en personne. Au Maroc, le Parlement rejette les accusations, je cite, fallacieuses des députés européens, les élus dénonçant leur ingérence. Le Parlement européen a adopté une résolution qui s'inquiète de la détérioration de la liberté de la presse dans le Royaume. Le Parlement marocain, avec ses 2 chambres, a décidé à compter d'aujourd'hui de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen et de les soumettre à une évaluation globale afin de prendre des décisions appropriées et fermes. Et la mobilisation va continuer en France contre la réforme des retraites. Après une première journée de grève qui a vu entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue, le mouvement intersyndical appelle à une nouvelle grève mardi 31 janvier. C'est dans une semaine. Mais ces actions peuvent-elles faire plier le gouvernement? Nous avons posé la question au politologue Bruno Palier. Écoutez. Le problème, c'est que dans le passé ou à l'étranger, on sait que les réformes des retraites, c'est quelque chose qui est extrêmement visible dans le débat public, dans l'opinion publique, et que ça laisse des traces. On peut citer l'exemple du plan Juppé, qui a eu des conséquences politiques sur l'échec de la dissolution de 1997. On peut aussi, plus proche de nous dans le temps, mentionner l'Italie, où il y a eu une réforme imposée aussi rapide que celle qui nous est proposée aujourd'hui, proposée par la ministre Fornero en 2013. Et on a vu, quelques années après, l'arrivée au pouvoir de 2 partis extrémistes qui avaient mis en avant la remise en cause de cette réforme des retraites. Donc oui, les réformes des retraites qui sont imposées sans recherche de concessions, sans accord d'une partie en tout cas de l'opposition, laisse des traces politiques dans les élections qui suivent. Bruno Palier, un des arguments d'Emmanuel Macron et de l'exécutif, c'est de dire que même après la réforme, les Français continueront de partir plus tôt que leurs voisins européens. Est-ce que c'est une réalité, cela ? C'est pas tout à fait une réalité, ça dépend de quel pays l'on parle. L'âge effectif de départ à la retraite, c'est-à-dire quand les gens partent vraiment en France, c'est 63 ans. C'est tout à fait dans la moyenne européenne, puisqu'il faut savoir que dans une partie de l'Europe du Sud et une partie des pays de l'Europe de l'Est, on part plus tôt que ceux-là. En revanche, manifestement, l'âge effectif de départ à la retraite en Allemagne ou en Suède est de 2 ans plus élevé, puisqu'il est plutôt proche de 65 ans en moyenne. On part en moyenne à 65 ans en Suède, en Allemagne, et à 63 ans en France. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais si l'on veut comparer, le point de comparaison qui est tout à fait essentiel, c'est le taux d'emploi des seniors. Combien de personnes de plus de 55 ans sont véritablement en emploi? Et là, la situation est catastrophique. Mais cette situation-là, on ne peut pas en attribuer la responsabilité aux Français, aux salariés, puisque pour les Français, bien souvent, c'est les entreprises qui leur ont demandé de partir avant l'âge de départ à la retraite. C'est pas eux qui ont choisi de le faire, puisque très souvent, et s'ils partent avant l'âge de la retraite et surtout avant d'avoir cotisé leur
42 années et quelques, et bientôt 43 ans, eh bien, ils ont moins de retraite qu'ils ne pouvaient l'espérer. Donc le vrai enjeu, il est là. Le taux d'emploi des seniors, dans les comparaisons internationales, on n'est pas très bon, mais ce qu'il faut comparer, du coup, c'est les politiques à la fois gouvernementales et des entreprises qui ont été mises en œuvre pour mobiliser le travail des seniors. Et là, on a un sacré chemin à parcourir, aussi bien dans les débats que dans les politiques à mettre en œuvre. Au Pérou, les manifestations continuent contre la présidente Dina Boluarte. Grand rassemblement aujourd'hui dans la capitale, Lima, à l'appel des syndicats. Les demandes des manifestants restent les mêmes depuis le mois de décembre. Démission de Dina Boluarte, dissolution du Parlement, nouvelles élections et assemblée constituante. Et on va continuer à parler de lutte sociale avec vous, Albert Augien. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et vous publiez chez Textuel ce livre, Émancipation avec un S. Lutte minoritaire, lutte universelle, c'est une question que vous posez. Une question qui fait débat en France, qui agite et qui divise la gauche depuis des décennies. Les luttes dites minoritaires peuvent-elles être aussi des combats universels? Alors, Albert Augien, d'abord, comment expliquez-vous que cette question divise autant à gauche entre ceux qui se disent d'une gauche universaliste et puis ceux qu'on qualifie d'une gauche radicale ou identitaire? Alors, je voudrais d'abord dire un point. Cette question, elle n'intéresse pas le spectre de droite. En général, pour la pensée conservatrice ou réactionnaire, les personnes qui se présentent comme discriminées ne sont pas discriminées, donc elles doivent rester à leur place, les femmes, les populations racisées, les homosexuels. Ils n'ont pas de revendications spéciales à offrir, sauf à être du lot commun de la citoyenneté. Donc déjà, il faut dire qu'à droite, la question ne se pose presque pas. Alors effectivement, à gauche, il y a un problème. Le problème, c'est celui d'une vieille tradition qui considère que l'émancipation, mais prise dans un sens extrêmement large, c'est ça que j'ai voulu introduire avec le S, l'émancipation viendra au moment où le mouvement ouvrier aura supplanté, disons, l'organisation capitaliste qui aliène les personnes. Donc il y a toute une tradition de l'aliénation qui met au premier rang du combat pour l'émancipation la destruction du système capitaliste par le prolétariat. Par le prolétariat. Voilà. Et bien sûr, sont arrivés de nouveaux mouvements qui revendiquaient des droits qui leur étaient niés, qui déploraient la discrimination dont ils étaient l'objet. Et c'est devenu des luttes minoritaires ou des luttes identitaires, comme on dit, qui casseraient le front de la lutte sociale contre le facteur essentiel de l'aliénation, qui est le capitalisme. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, parce que une partie il faut bien dire que la gauche est divisée. Donc, il y a une partie de la gauche qui continue, à mon grand étonnement, à nier ces luttes contre les discriminations, les luttes d'émancipation menées par les femmes, les populations racisées. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre, par exemple, parler de combats intersectionnels qui mêleraient justement ces combats. Bon, là, on rentre dans une controverse qui est un peu difficile parce que pas tout le monde ne sait ce que l'intersectionnalité veut dire. Et bien sûr, oui, une frange, disons, radicale de la gauche de tradition marxiste, ne reconnaissant que le privilège, disons, du prolétariat sur l'émancipation, n'accepte pas le fait qu'on puisse matiner ça d'autres choses. Donc l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est de dire les gens ne sont pas uniquement définis par un statut d'ouvrier et d'exploité, mais ils ont d'autres caractéristiques qu'ils peuvent mettre en avant, et lorsque ces caractéristiques, être femme, être racisé, être noir, arabe, être homosexuel, leur font subir des discriminations, il n'y a pas de raison de ne pas défendre ces options-là. Alors vous, dans votre livre, vous dites que toute lutte d'émancipation, qu'elle combatte les discriminations contre les femmes, qu'elle combatte le racisme ou l'homophobie ou encore la transphobie, ces luttes portent toujours en elles une part d'universel. C'est une idée qui peut réconcilier beaucoup de gens. Vous pouvez nous expliquer comment c'est possible, ça? C'est possible par un petit effort de pensée. C'est-à-dire, la question de l'émancipation, c'est celle de la plénitude des droits humains dont une personne peut jouir, et aussi un respect de sa dignité en tant que personne. Alors, si on considère que les droits humains et la dignité des personnes ont un caractère universel, ce que je tends à considérer,
Normalement, les gens qui pensent que l'émancipation viendra par le mouvement social contre le système capitaliste ne devraient pas s'opposer à l'obtention, puisque ce qu'ils veulent eux aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est relever le statut ouvrier, mettre fin à son aliénation, le laisser penser librement ses conditions d'existence et s'organiser comme il le souhaite. C'est exactement ce que font les luttes minoritaires. Je n'aime pas le terme parce qu'on m'a fait souvent le reproche de dire comment la lutte des femmes peut-elle être minoritaire alors que nous sommes majoritaires sur Terre. Donc il faut rétablir un petit peu cette idée. Donc je préfère dire qu'il existe des groupes sociaux qui sont placés en situation de minorité, qui est un argument plus analytique, je dirais, et plus intéressant, et que les situations de minorité dans lesquelles ces gens sont placés appellent la lutte, appellent une organisation de ces groupes qui luttent, et rien ne vient faire penser que ces luttes-là, qui sont des luttes pour les droits humains et pour la dignité, ne sont pas des luttes qui, au bout du compte, bénéficieront aussi à la lutte des classes, si ça existe. Donc, en fait, tout le monde peut s'entendre. C'est comme ça que... Il faudrait... Et surtout, je pense qu'il me reste toujours... un étonnement quand je vois des gens qui défendent le principe de l'émancipation s'opposer à des luttes qui la réclament. Oui, vaste débat. On Comme vous le d'en dites. parler. Merci à vous, Albert Rogien, d'être venu. Je rappelle donc que vous publiez chez Textuel ce livre, Émancipation, lutte minoritaire, lutte universelle. Merci d'avoir été avec nous. On les appelle les polluants éternels, les PFAS. Ces composants chimiques qui permettent d'imperméabiliser de nombreux produits sont aussi extrêmement dangereux pour la nature, pour la santé et les êtres vivants. Un poison que certains pays européens veulent interdire. Explication de Guillaume Villadier. Si nos vêtements et nos chaussures sont imperméables, c'est grâce aux PFAS. Les poêles anti-adhésives, aussi grâce aux PFAS. Un rouge à lèvres longue tenue, une peinture anti-tache, toujours grâce à eux. Miracle de la chimie, les PFAS sont partout, résistants à tout, à l'eau et à la chaleur. Ces PFAS, on les manipule au quotidien, dans les emballages alimentaires, dans le textile, dans plein d'autres produits que l'on trouve chez soi, mais aussi dans de nombreux procédés industriels. Ultra pratique mais aussi ultra polluant. Sous l'appellation PFAS ou polyfluoroalkylé se cache une famille de molécules, des milliers de produits sous forme de gaz, de poudre ou de plastique extrêmement persistants. C'est pour cela qu'on les a créés, c'est aussi pour cela qu'on les appelle les produits chimiques éternels. Comme ils disparaissent jamais, ils ont tendance à s'accumuler dans l'environnement parce que d'un côté ça arrive toujours et de l'autre côté ça se dégrade pas ou très lentement. Résultat, une contamination irréversible et totale. Des PFAS, on en trouve partout, pas seulement à proximité des usines qui les produisent, non, vraiment partout, dans l'air, dans les eaux, dans les sols. Ce chimiste en a trouvé dans les eaux de pluie du monde entier. D'après notre étude, il n'y a nulle part sur la planète où l'eau de pluie est propre à la consommation, même en Antarctique, même sur le plateau tibétain. Nous avons rendu la planète inhabitable pour la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, de sorte que plus rien n'est propre. On a franchi une limite planétaire. Et les rapports alarmants se succèdent. La semaine dernière, en France, la préfecture de Lyon déclarait impropres à la consommation les œufs prélevés à proximité des usines chimiques. Pire, cette étude américaine selon laquelle consommer un poisson d'eau douce pêché dans un lac ou une rivière reviendrait à boire pendant 1 mois de l'eau contaminée au PFAS. Les pêcheurs, leurs familles sont exposées à des doses beaucoup plus fortes que ce qu'on va ingérer quand on se contente, entre guillemets, de boire de l'eau contaminée, puisque les poissons ont fixé, concentré ces polluants, PFAS, et donc en un repas, on peut en ingérer autant que pendant des semaines si on se contentait de boire de l'eau. Entre autres effets sur la santé, les polluants éternels provoqueraient une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, auraient des effets sur la fertilité, perturberaient la croissance des enfants et dégraderaient le système immunitaire. La pollution par les PFAS qui a été faite, elle est là pour très longtemps, plusieurs décennies, peut-être plusieurs siècles. Maintenant, c'est pas une raison pour baisser les bras et se désespérer, il faut au contraire agir rapidement et fortement pour qu'on arrête la production de ces produits qui n'ont rien à faire dans une production industrielle responsable. Certains industriels, comme ce groupe américain accusé d'empoisonner une partie du nord de la Belgique, ont promis de cesser de produire des PFAS d'ici 2025. Il y a 2 semaines, 5 pays d'Europe du Nord ont déposé un projet visant à restreindre ou interdire les polluants éternels.
Et c'est la fin de votre journal international. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur la télévision du Monde.